tous, excusez-moi, je suis Anis Meziani, je suis un des deux cofondateurs de Thinkto avec Farid Azouaou. Donc, j'ai un profil d'ingénieur polytechnicien de formation et je suis titulaire également d'un master en data science et en intelligence artificielle. J'ai cumulé 3 jobs auparavant dans des startups où j'étais parmi les euh, premières personnes arrivées et je suis parti à un niveau de scale-up. Et on a été très confronté à l'usage de l'IA dans plusieurs secteurs d'activité, dans plusieurs cadres différents et ça va être ça qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui, comment on peut intégrer facilement de l'IA dans des produits, dans des processus. Voilà. Je te laisse te présenter, Farid. Bonjour à tous, je m'appelle Farid Dazouarou. Donc, je suis le CTO de l'entreprise Syncto. Avant de travailler pour Syncto, je travaillais pendant 8 ans dans plusieurs secteurs dans le monde de la data, notamment chez Mercedes-Benz Group, dans la branche finance et mobility. Et j'ai un parcours mathématique, machine learning et intelligence artificielle. Très bien, merci Farid. Pour commencer, ben, je vais vous faire une petite présentation de quelques slides et elle va essentiellement concerner un peu la veille technologique sur le marché de l'IA aujourd'hui, sur les tendances, sur ce qui est utilisé concrètement dans les entreprises. Et on va finir avec un cas d'usage particulier sur comment on peut prototyper un modèle de machine learning d'intelligence artificielle et surtout comment on peut le déployer, soit sous forme d'une application qu'on va utiliser directement ou sous forme d'une API qu'on va pouvoir connecter aux ERP ou aux applications existantes. Voilà. Here we go. Vous voyez mon écran? Très bien. L'objet d'aujourd'hui, c'est le webinaire qu'on a organisé avec Necto pour pouvoir vulgariser au maximum et surtout vous montrer comment on peut intégrer facilement, en toute sécurité, de l'intelligence artificielle, des algorithmes de machine learning avancés dans les produits, dans vos processus, pour aider les utilisateurs à prendre des décisions plus éclairées et surtout pour pouvoir avoir euh, une assistance ou une aide qui va être ces différents algorithmes d'intelligence artificielle qui vont venir nous épauler quand on aura besoin. L'intelligence artificielle, donc on entend parler beaucoup, surtout depuis un peu plus d'1 an maintenant avec l'apparition de ChatGPT. Donc concrètement, c'est un ensemble de théories et de techniques qui visent à développer des algorithmes informatiques complexes pour pouvoir simuler certains traits, pour pouvoir résoudre des problématiques complexes. J'ai pris quelques chiffres pour pouvoir vous montrer tout l'ampleur que c'est en train de prendre aujourd'hui sur le marché ici en France. Selon une étude faite par le hub de ABPI, 34% des entreprises utilisent de l'intelligence artificielle euh, pour prendre des décisions. 89% de ces entreprises utilisent essentiellement de l'IA analytique, donc ça va être tous les modèles prédictifs et pas forcément toute la partie d'IA générative. Par contre, là, quand on va s'intéresser à des cas d'usage ou à une utilisation plus personnelle, euh, c'est 66% des Français qui ont déjà utilisé des agents IA, que ce soit des agents conversationnels, que ce soit des agents pour pouvoir générer du contenu, pour pouvoir générer des vidéos, des images. En termes de tendance actuelle aujourd'hui sur le marché, on va trouver des cas d'usage très répandus. Donc, le premier, ça va être l'automatisation des processus des tâches. On est très confronté, nous, de nos jours, à des cas d'usage où ça va être l'automatisation de l'envoi de mail, l'automatisation de la lecture, de la réponse de mail, l'automatisation de création de contenu, de création de rapports, de dashboards. Un deuxième cas d'usage, ça va être la création de contenu. Donc, de plus en plus d'utilisateurs aujourd'hui ont besoin d'avoir une assistance pour pouvoir pour pouvoir créer, écrire des mails, générer des posts de réseaux sociaux, créer des vidéos, des images, tout ceci en utilisant l'intelligence artificielle. Euh, une troisième tendance aussi très répandue dans le marché, c'est l'anticipation des comportements clients. Et là, concrètement, c'est des algorithmes de machine learning, d'intelligence artificielle qui vont analyser le comportement client. On le voit très souvent sur Netflix, donc avec toujours un algorithme de recommandation euh, qui nous montre comment on peut ou comment le machine learning, l'intelligence artificielle peut directement nous conseiller ou nous recommander des tendances ou des films qui sortent au fur et à mesure pour pouvoir nous guider dans le choix et faciliter les choix. Et un des cas d'usage aussi qui est le plus répandu aujourd'hui, ça va être la prévision de vente. Et plus concrètement, il va aider l'industriel ou le commerçant à pouvoir optimiser ses productions, à pouvoir optimiser ses approvisionnements et surtout gérer la production d'une manière beaucoup plus fluide.
Les entreprises qui ont décidé aujourd'hui d'intégrer l'IA ou qui se sont données comme challenge ou comme projet d'intégrer l'IA en toute sécurité, elles sont très souvent confrontées à plusieurs barrières. Donc, les premières barrières, elles vont être directement liées, ou ça va être les barrières qui vont être liées à la donnée en elle-même, des quantités de données très importantes, la qualité de données qui peut aussi beaucoup changer d'un service à l'autre ou même d'une équipe de travail à l'autre. Deuxième point, ça va être le manque d'expertise. Aujourd'hui, il y a une carence très importante dans le marché, dans tous les profils experts qui peuvent vraiment créer ou rajouter de la valeur ajoutée avec des projets d'IA. Le troisième et le quatrième point, ça va être le manque de ressources financières et le manque de temps. Donc, toutes les entreprises aujourd'hui ne vont pas avoir 3, 6 mois, voire 12 mois pour pouvoir déployer ou développer des produits qui se basent sur l'intelligence artificielle. Et tout ceci toujours dans l'objectif d'atteindre une meilleure situation, donc une meilleure efficience, une meilleure performance des collaborateurs. L'une des solutions qui est les plus répandues aujourd'hui sur le marché, ça va être les plateformes. Et on est en plein dedans aujourd'hui. On l'a même vu avec Tesla récemment. On est dans une ère, ça va être l'ère des plateformes. Donc concrètement, une plateforme, ça va être une solution qui va permettre de bâtir l'infrastructure vers les objectifs. Donc elle va permettre de surpasser toutes les contraintes et les problématiques. Et elle va permettre à l'entreprise aussi de limiter drastiquement tous les investissements qu'ils vont mettre en place parce que ils vont pas ils auront plus ils seront plus contraints de pouvoir développer tout à partir de solutions sur tout from scratch, mais ils auront la possibilité de pouvoir utiliser ce qu'on appelle de l'open source. Donc là, j'ai pris vraiment un bloc avec on a imagé un pan avec trois blocs. Donc le premier bloc, ça va être ce qu'on appelle un data connector pour permettre à l'utilisateur de chercher ses données partout où elles sont sauvegardées. Un deuxième bloc, ça va être toute la partie cloud computing qui se passe généralement et même très souvent sur du cloud, sur des machines du cloud. Et pour finir, un studio d'IA qui peut permettre à l'utilisateur de pouvoir prototyper rapidement, créer des modèles de machine learning et de les mettre en production directement. Pour pouvoir un peu donner un cas d'application de ces plateformes, donc on a pris un exemple qui va être un ERP ou une application qui sert à l'entreprise comme outil de travail. Donc, on peut appliquer la data platform donc en se connectant avec un connecteur pour le RP, donc en allant chercher de la donnée, en mettant en place un pipeline de data qui va récupérer de la donnée d'une façon automatisée et orchestrée. On va mettre en place des transformations de données pour pouvoir les manipuler et les rendre consommables. On va mettre en place, on peut mettre en place des modèles d'intelligence artificielle, des modèles de machine learning pour pouvoir générer des prévisions. Et on va pouvoir déployer le modèle qu'on a entraîné sous forme d'une API. Cette API qu'on a déployée, on va pouvoir la reconnecter à l'ERP ou à l'application en toute simplicité, en toute intuitivité et surtout en toute sécurité parce qu'on aura la possibilité aussi de pouvoir la sécuriser grâce à des tokens. La valeur ajoutée aujourd'hui pour intégrer de l'IA, donc on peut les citer en trois points. Donc le premier point, ça va être l'efficacité de la collaboration, parce que en mettant en place des plateformes de data, des plateformes d'IA aujourd'hui, on va encourager les collaborateurs à travailler plus en mode collaboratif, et surtout on va mettre en place des cas d'usage d'IA décisionnels qui vont leur permettre de travailler ou d'être beaucoup plus efficients dans leur travail. Le deuxième point, ça va être un gain de temps parce que ça va permettre de réduire drastiquement les tâches chronophages, réduire le temps investi dans toute la partie de la manipulation de la donnée, la partie de la création de rapports, la création de dashboards. Et surtout, l'utilisateur aura la possibilité d'automatiser des prédictions, des prévisions et assurer la mise à jour de ces rapports et des dashboards. Le troisième point, qui va être le socle de toute cette valeur ajoutée, ça va être la maîtrise de bout en bout des projets data IA. Donc concrètement, l'utilisateur ou l'entreprise aura la possibilité d'avoir un outil qui va venir par-dessus les outils existants, les différents CRM, les différentes ERP, les différentes bases de données, pour pouvoir gérer tout avec une interface no-code pour que les profils métiers et techniques puissent tous les deux travailler dessus en simultané. Je vous propose maintenant une démo live d'une plateforme avec un cas d'usage précis qui va être le prototypage des modèles de machine learning, la création d'une application qu'on peut tester directement sur l'interface et surtout le déploiement d'une API sécurisée. Je te laisse la main, Farid. Très bien, donc je vais partager mon écran. Entre-temps, est-ce qu'il y a des questions J'en auxquelles vois pas dans on... le chat. Ah, ok, parfait. Ah, cool. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui.
Très bien. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'interface de notre plateforme. En se connectant, vous allez être redirigé vers notre data connector grâce aux connecteurs de données les plus classiques, tels que la récupération de un fichier CSV, fichier XLS, une base de données relationnelle, du PostgreSQL ou bien du stockage sur cloud tel que Google Storage ou bien AWS S3, des bases de données MongoDB ou bien des logiciels métiers tels que Salesforce pour les données CRM. Grâce à notre donc à notre Data Blender, vous allez pouvoir les récupérer directement. Là, si par exemple je veux utiliser la connexion PostgreSQL, donc en cliquant dessus, donc un module qui va s'afficher, on va insérer les accès, donc le serveur où est-ce que la base de données est hébergée, le mot de passe, ainsi que la table en question. On va pouvoir donc récupérer la donnée. Là, pour simplifier la chose, donc je vais aller chercher mes données depuis un fichier CSV. Donc les données donc, que je vais aller chercher, ce sont la demande les données de la demande de location de vélo dans une ville avec les conditions météorologiques les conditions météo de la journée pour savoir est-ce que ces facteurs vont avoir un impact dessus. Donc, une fois que j'ai chargé le fichier, donc, il est donc un petit aperçu du contenu de données va être affiché. Je clique sur sauvegarder, save, et donc je donne un nom pour mon dataset. Je vais donner un petit descriptif pour le dataset en question, donner demande de vlib, par exemple, et je vais sauvegarder. Et là, le dataset en question va être stocké dans un data pool dédié pour chaque client et protégé donc dans un compartiment qui n'est accessible qu'à ce client-là ou cet utilisateur. Là, une fois que je l'ai sur le data pool, comme vous voyez, donc j'ai la liste de toutes les datasets, les jeux de données que j'ai créés moi-même, ou bien les autres jeux de données qui ont été créés par d'autres collaborateurs à qui et on m'a octroyé l'accès. Là, j'ai sept datasets, donc je vais essayer de rafraîchir. Normalement, le dataset que je viens de créer va s'afficher sous peu. Là, comme vous voyez, donc le bike sharing demand, les données, un petit descriptif de données demande de Vlib, un petit aperçu sur la taille des données, le créateur, ou bien l'auteur du fichier, quand est-ce qu'il a été créé, donc aujourd'hui 11h15, 58. Donc, le fichier en question, il va être traité comme objet. Je peux faire des jointures, je peux faire des exports, je peux faire aussi une exploration très rapide. Par exemple, visualiser le contenu de mes données très rapidement. Là, je sélectionne le type de graphique que je veux avoir. Par exemple, c'est un bar chart. Je choisis la variable donc les x-axis, je choisis la variable, par exemple, le nombre de personnes qui se sont souscrits via l'application. Et là, je vais avoir mon graphique très rapidement. Ça, c'est la première option. Il y a plusieurs fonctionnalités telles que la modification, la transformation, l'agrégation de ces données. Il y a aussi un module d'exploration visuelle très avancé dans notre cas ici, afin de pouvoir visualiser les données d'une manière beaucoup plus affinée. Là, je choisis par exemple donc les données de la banque en cliquant dessus, et il va avoir le dataset qui va être chargé. Donc, je vais avoir la possibilité de choisir la variable sur l'axe des X. Par exemple, si je m'intéresse aux statistiques sur, par exemple, donc la situation maritale, et je veux avoir, par exemple, la moyenne de l'âge de chaque groupe. Je choisis, par exemple, sur chaque granularité ou bien pour chaque information et je fais la moyenne de l'âge. Je définis donc le type de graphique et là, très rapidement, je vais avoir pour chaque catégorie donc la moyenne des âges de chaque catégorie. Ça, c'est juste pour visuellement explorer notre dataset.
La première partie donc, consiste à pouvoir récupérer la donnée depuis plusieurs sources. Est-ce que vous voyez? Donc là, par exemple, la banque Deposit Subscription a été récupérée depuis une base de données PostgreSQL. Celle de Vlib depuis des fichiers CSV. Le croisement des deux tables, c'est une manipulation interne entre deux tables distinctes qui ont été auxquelles on a fait une jointure et ainsi de suite. Une fois que nous avons donc le dataset en question, avec toutes les possibilités de manipulation, nous avons aussi la possibilité de faire de octroyer des permissions. Là, par exemple, si je décide d'octroyer la permission à Anis, en lui donnant la possibilité d'éditer la table de données, donc je clique sur à octroyer, et là, Anis va recevoir une notification que moi, donc Farid Ajwaou lui a octroyé les accès pour ce dataset-là, et dans son espace de data pool, donc dans cet espace data, donc le dataset en question va s'afficher, il va pouvoir faire les modifications et les transformations, l'exploration nécessaires, ce qui rend l'outil très facile à utiliser en mode collaboration, donc permettant la co-création entre plusieurs collaborateurs. Donc, ce dont Anis a parlé auparavant, c'est la création ou bien le prototypage d'un modèle de machine learning. Très rapidement, si je prends le cas donc ce Bank Deposit Subscription, ce sont des données de souscription pour une offre de service et les données donc, ont été collectées selon les clients qui ont été contactés. Donc, comment est-ce qu'ils ont été contactés? Est-ce qu'ils ont été contactés par mail? Est-ce qu'ils ont été contactés par téléphone? Et ils leur ont fait une offre. Et à la fin, ils ont collecté l'information. Est-ce qu'ils ont accepté ou pas cette offre-là? Là, est-ce que vous voyez, est-ce que donc la variable Y, est-ce qu'ils ont accepté oui ou non donc l'offre? Et les autres informations, par exemple l'âge, quel est le job, quelle est la situation professionnelle, est-ce qu'ils ont quel est le niveau d'éducation, est-ce ils sont en défaut de paiement, est-ce qu'ils ont un crédit en cours ou pas, quelle est la formule de contact, et ainsi de suite. Donc, nous avons toutes ces informations sur 41 000 individus, bien 41 000 clients dans cette banque. Pour information, la banque en question, c'est une banque portugaise. Donc, on a gardé le dataset tel qu'il est, on n'a pas fait la transformation ou bien donc la traduction du contenu. Et sur les 41 000 clients qui ont été contactés, nous avons l'information, est-ce qu'ils ont accepté l'offre ou pas? Et dans cette optique-là, cette banque a pensé à créer un modèle de prédiction pour anticiper selon les informations des futurs clients, est-ce qu'ils vont accepter l'offre existante ou pas? Donc, dans l'optique de peut-être proposer au préalable une contre-offre ou bien voire même ne pas fournir l'effort de les contacter, ces clients qui vont probablement ne pas accepter cette offre et de ne se concentrer que sur la catégorie qui va accepter cette offre. Et pour cela, nous allons essayer de construire un modèle de machine learning très rapidement. Donc là, je vais aller sur la partie AutoML, donc la partie machine learning et IA. La première partie, donc, je vais aller chercher les données en question dans le data pool. Je vais pour donc la prédiction, est-ce que donc il va y avoir un cas, ils vont accepter ou ils vont pas accepter. Dans le jargon de la machine learning, c'est une classification dite binaire. Nous allons nous intéresser à la variable Y, yes or no, donc est-ce qu'ils vont accepter. Et pour construire le modèle d'IA, on va se construire, donc on va partir sur, par exemple, trois variables explicatives ou bien trois informations, l'âge, le job et la situation maritale. Donc, en se basant sur juste les trois variables, est-ce qu'on va pouvoir générer ou bien pouvoir prédire très efficacement le modèle en question. On va voir même on peut même rajouter l'information. Est-ce que ils ont ils ont un emprunt en cours. Donc je vais
créer donc les datasets, je vais faire une augmentation de mes données. Les données numériques, on va ajouter plusieurs métriques. Les données dates, on va extraire, par exemple, sur une date, on va extraire le mois, l'année, le trimestre, la semaine, le jour de la semaine, la semaine de l'année, et ainsi de suite. On peut aller jusqu'à 14 ou bien 15 informations supplémentaires. Une fois que nous avons créé ces informations, nous allons pouvoir générer de la prédiction en utilisant plusieurs modèles d'intelligence artificielle. On va choisir l'un d'eux, très basique. Là, on va décider, par exemple, de retenir les 80% premiers éléments de notre dataset. Donc, sur les 41 000, donc, il y aura probablement autour de 30 000 clients, informations qu'on va utiliser pour construire le modèle. Et les 20% restants, on va tester pour savoir est-ce que le modèle a bel et bien fonctionné. Donc, je vais faire l'apprentissage du modèle. En quelques clics, tout se fait à la volée. Donc là, le modèle donc a livré donc une performance de 69%. Là, du côté gauche, on voit que le cas où ils n'ont pas accepté, nous avons pu prédire euh, avec, disons, une très bonne performance le cas. Mais par contre, le cas où ils ont accepté, nous avons raté. Le orange, ça veut dire que nous avons prédit la mauvaise réponse. Donc, nous avons une performance relativement un peu pas satisfaisante. On va donc intégrer quelques fonctionnalités, bon, probablement trop techniques pour aller les expliquer. Par exemple, on va faire ce qu'on appelle du rééchantillonnage pour permettre au modèle de mieux comprendre la construction de l'algorithme. Et cette fois-ci, on va relancer le calcul, l'apprentissage du modèle, mais cette fois, donc, tout en faisant l'échantillonnage, en espérant que la donnée et la qualité va s'améliorer. Là, à ce que vous voyez, donc nous, on passe de 69 à 88% de performance, qui est relativement bon, mais ça reste, on peut faire ajouter quelques fonctionnalités afin de rendre le modèle beaucoup plus performant, qui s'approche de 97-98%. Là, aujourd'hui, je vais essayer de me limiter à ce modèle. Je sauvegarde le modèle. OK, donc démo modèle webinar. euh, Même chose. Et entre-temps, je vais cliquer et créer une application et je sauvegarde le modèle. Le modèle va être sauvegardé dans un environnement d'un pool spécial, donc dédié pour tous les modèles machine learning que nous avons créés et qu'on pourrait aussi les partager, tels que, par exemple, est-ce que vous voyez, donc j'ai d'autres modèles qui sont existants. Donc, il y a le modèle que je viens juste de créer, démo modèle, donc je l'ai créé moi-même. La variable d'intérêt, c'était Y, la date, et le statut actuellement, il est sauvegardé. Là, je clique sur déployer le modèle. Donc, je vais déployer le modèle sous forme d'une API. En cliquant sur déployer, le modèle en back-end va être envoyé et une sorte d'une machine virtuelle va être générée et va nous permettre donc d'accéder à ce modèle de prédiction via une API. Comme auparavant, nous avons aussi réussi à faire la création. Là, ce que vous voyez, donc là, le process de déploiement est en cours. Ce que je vais faire, c'est que je viens sur la partie application et ML APIs. Dans cette partie-là, je vais pouvoir donc voir toutes les applications et les API que j'ai générées. Là, si vous vous rappelez, donc le modèle en question, il est appelé démo modèle webinaire. Donc, une application euh, qui contient le modèle en question a été créé en parallèle. Je vais cliquer sur le bouton Run et une fenêtre va s'ouvrir avec les quatre variables que j'ai choisies pour définir donc, le modèle d'algorithme d'intelligence artificielle. L'âge, c'est une valeur numérique. Le job, c'est une liste d'éléments. Et la situation maritale, euh, et puis, est-ce ils ont un emprunt, oui ou non? Et une fois que j'ai rempli ces informations, je clique sur prédire et là, j'ai la prédiction. Là, par exemple, si j'augmente l'âge, donc ça va partir. Peut-être il va accepter l'offre, vu que si la personne est très âgée, il a probablement
tendance à accepter. Même probablement, il ne va pas être étudiant dans ce cas-là. C'est rapidement en quoi ça consiste un prototypage, création d'une application, transformer le modèle machine learning sous forme d'une API se fait très rapidement en quelques clics. Bon, j'espère que vous avez pu me suivre parce que donc la démo peut-être c'est un peu dense. Je vais passer la parole de nouveau à Alice. Et merci. Merci Farid. Je vous remercie à tous pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour y répondre. À la fois sur un aspect un peu plus global sur l'utilisation de l'IA aujourd'hui dans le quotidien des entreprises ou si vous avez des questions aussi un peu plus spécifiques ou techniques sur la démo que Khalid a faite. Donc voilà. Je vois une question dans le chat. Votre API est ouverte pour du logiciel spécifique. Une doc de l'API est-elle disponible? Concrètement, nous, aujourd'hui, on va déployer, il y a une couche de MLOps qui va permettre à l'utilisateur de pouvoir déployer les modèles qu'il a entraînés, sauvegardés sous forme d'une API. L'API, elle est déployée sous forme d'un endpoint, donc qui sera accessible uniquement à l'utilisateur. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'elle va être sécurisée avec un token qui expire soit avec une durée temporelle, soit quand l'utilisateur l'aura décidé. Mais l'API, elle est déployée sous forme d'un Swagger qu'on peut aussi visualiser avec la doc qui est générée automatiquement pour qu'elle puisse être intégrée soit avec du Python, du R ou un autre langage de programmation. Voilà, Ouais, Farid est en train de montrer un petit peu là, pendant que tu discutais, il montrait la fonction API qui se fait littéralement en 3 clics. très bien. Voilà. Euh, une autre question. Moi, j'en ai une pour Anis. Est-ce que tu as quelques petits exemples très concrets d'applications, mais vraiment pour des utilisateurs métiers, des personnes qui se disent l'IA c'est compliqué, c'est cher, c'est casse-tête. Est-ce que tu as des cas d'usage vraiment à partager? Les cas d'usage auxquels on est de plus en plus confronté récemment, ben, il va y avoir le forecasting directement. Donc aujourd'hui, on a des cas d'usage où l'utilisateur a besoin, où l'entreprise a besoin de générer des prévisions précises de vente pendant les, se- les, les prochaines semaines, les prochains mois, en connaissant par exemple soit le type de produit, le nombre de produits, mais aussi il peut y avoir des sites de production différents, des sites de vente différents. Donc le forecasting, ça reste l'un des premiers cas d'usage et c'est ce qui revient de plus en plus maintenant. Il va y avoir aussi d'autres cas d'usage beaucoup plus orientés métier, beaucoup plus orientés efficacité opérationnelle, où ça va être l'automatisation de reporting, l'automatisation d'envoi de pré-factures par exemple. On est très confronté à ça aussi aujourd'hui. En utilisant une couche d'IA qui va aller identifier toutes les courses faites pour un client par exemple et envoyer des pré-factures. Ça aussi, c'est très demandé aujourd'hui. Voilà. Ouais, Farid qui montre aussi en même temps avec la démo, enfin, qui fait une très brève démo. J'ai une autre question pour toi, Anis. Du coup, admettons, voilà, il y a une PME, une entreprise qui se dit, OK, ça m'intéresse. Quel process? Comment ça se passe pour eux pour vraiment venir et mettre en place ça, peut-être ou pas? Comment ça se passe? Concrètement, aujourd'hui, nous, comment on va se différencier, c'est qu'on va apporter un accompagnement. Donc, l'entreprise n'aura pas accès uniquement à la plateforme, donc sous forme d'un service qu'elle va acheter, mais elle aura aussi un accompagnement. Et l'accompagnement, il va être à toutes les étapes. La première étape, c'est qu'on va l'accompagner à aborder ses données, les nettoyer, les rendre consommables. Et surtout, on va travailler avec lui de vrais cas d'usage en connaissant son activité ou en apprenant à connaître son activité pour pouvoir derrière mettre en place de vraies applications qu'il va pouvoir utiliser pour prendre des décisions. Donc voilà comment on propose nos services aujourd'hui. Donc il va y avoir la partie de la plateforme où l'utilisateur aura un libre accès à tout moment à, à la plateforme, mais il y aura aussi toute une partie d'accompagnement et ça va être comme ça qu'on va se différencier aujourd'hui. On a une question sur la partie prise en main de l'outil, formation. Est-ce que ça a répondu du coup à ta question, Mélissa? Parfait. Alors on a un petit peu dépassé, on avait prévu de finir à 33, donc s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. On est là. Ah ben voilà, on a une question. Comment les services sont facturés? Aujourd'hui,
On va être sur un service, on offre un abonnement à la plateforme, donc ça va être un abonnement mensuel par utilisateur pour la plateforme. Donc, ce qui dit pour la plateforme, donc il va y avoir toutes les applications qui pourront être accédées directement à la plateforme, mais il va y avoir aussi toutes les API qu'on peut déployer qui peuvent être reconnectées à des systèmes. Je peux prendre l'exemple du SAP ou même des applications que des clients à nous ont développées, mais ils avaient besoin de rajouter une couche d'IA. Donc, il peut y avoir aussi des API qu'on reconnecte, et ça, c'est inclus vraiment dans le coût de l'utilisateur pour la plateforme. Et dans toute la partie accompagnement, généralement, on passe par une période d'audit, de, d'analyse du besoin, d'analyse aussi de la quantité de données, mais on les accompagne en temps homme. En moyenne, aujourd'hui, on va être sur une semaine d'accompagnement pour 2 cas d'usage de machine learning déployés chez le client. Donc, voilà. Merci Anis. J'espère que ça répond à la question, Hakim. Et on a une autre question qui vient d'arriver de Lilia. Donc, une fois le modèle déployé, est-ce qu'il y a du monitoring? Oui, Oui, en en fait, fait, aujourd'hui, aujourd'hui, il y a un dashboard sur la plateforme qui va permettre de monitorer et de suivre l'utilisation des API, l'utilisation des applications. Et même, il y a une toute autre partie qu'on n'a pas montré, mais c'était parce qu'elle va rester assez tech. Donc, on met à disposition ce qu'on appelle une ML Factory qui va permettre à l'utilisateur d'automatiser ses prédictions. Donc, il va automatiser la récupération des données, euh, la prédiction avec l'API qu'il a déployée ou l'application qu'il a déployée et la sauvegarde des prédictions. Et aujourd'hui, un dashboard qui va permettre à l'utilisateur de suivre combien l'API ou l'application a été sollicitée, combien de fois. Voilà. est-ce que ça répond à la question, Lilia, j'espère? Parfait. Et on a une autre question qui vient de tomber. Quid de l'ajout des fonctionnalités spécifiques à la plateforme à l'heure actuelle? Êtes-vous en capacité de le faire si vous avez des demandes? Aujourd'hui, le marché, il y a une forte demande. Je prends l'exemple des generative AI ou du LLM. Aujourd'hui, on a une fonctionnalité de LLM qui va permettre à l'utilisateur de taper en quelques lignes de code et de pouvoir communiquer directement avec son data pool. Donc, le data pool, concrètement, c'est l'espace de stockage de l'entreprise qui est connecté à la plateforme. Donc, grâce à un LLM, par exemple, l'utilisateur aura la possibilité de taper, je cherche les profils qui vont avoir entre 20 et 30 ans et qui maîtrisent ou qui habitent dans telle région, et il aura en sortie directement un résultat avec une table. Aujourd'hui, on s'adapte par rapport au cas d'usage des clients et surtout, on va s'adapter aussi par rapport aux tendances du marché. Voilà. J'espère que ça répond à votre question et on est en capacité aujourd'hui de répondre à ces besoins parce que on est une équipe de développeurs, on est une équipe d'ingénieurs R&D, on maîtrise et on est vraiment à la pointe de la technologie, mais aussi on est vraiment dans la veille technologique et la veille scientifique. On a plein de questions, ça fait très plaisir. Je pense qu'on peut conclure. On a un petit peu débordé. On a des gens qui sont participés, qui ont été intéressants. Tu conclus, Anis? Je vous remercie, vraiment, ce fut très intéressant. N'hésitez pas, si vous voulez, soit essayer, soit avoir une démo un peu plus orientée vers des cas d'usage spécifiques. Donc, je pense à Hakim et à Melissa, ou même à Lilia qui nous a posé des questions vraiment spécifiques. On peut aussi prendre le temps d'explorer tout ça avec un échange entre nous hors webinar. Donc, voilà. Et je vous remercie d'être là. J'espère que ça a été bénéfique pour vous, à la fois. euh, un point de vue général sur les applications de l'IA, sur l'utilisation, mais aussi avec avec une démo qui va être plus orientée métier, qui va être plus orientée pour pouvoir vulgariser au maximum comment on peut intégrer cette IA ou comment on peut en sortir de vrais produits. Voilà. Merci encore. Merci beaucoup à tout le monde. Très bonne Merci à journée. tous.